Hugues à vous, ici Fouine, et aujourd'hui je vais enfin débriefer la saison 2021 de F1. Saison qui a été riche en rebondissements, riche en suspense, riche en spectacle, mais aussi riche en polémique. Et ça, on s'en serait bien passé. N'est-ce pas Mazie? Hein? Ouais. Mais bon, on va pas parler de lui tout de suite. Ça se fera dans une autre partie où je vais aborder le règlement de la F1, ce qui a potentiellement à améliorer. Et là, c'est des que pure subjectivité. Et quand je parle de règlement sportif parce que je vais pas faire genre que je connais le règlement technique, parce que le règlement technique, non, non, voilà, je n'ai pas honte de le dire. Je ne m'y connais pas. Mais on va parler de potentielles améliorations sur le règlement sportif. Et aussi aborder si Mazie est un bon directeur de course. Bon, vous l'entendez à ma voix il y a déjà un petit indice sur ce que je pense, mais voilà. On va pas parler de ça tout de suite. On va d'abord aborder le classement des pilotes et des constructeurs. On va voir chaque écurie, chaque pilote, et on va déterminer s'ils ont fait une bonne saison, une mauvaise saison, une saison au-delà de leurs attentes, une saison en dessous de leurs attentes, une excellente saison ou une décevante saison. C'est ce que nous allons voir. Et on va commencer par le plus bas, As, avec Mick Schumacher et Nikita Mazepin, parce que pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que ils ont conduit des tondeuses à gazon, et c'est pas évident de concourir avec des tondeuses à gazon quand en face tu as des Formule 1. Voilà, bon ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais du coup il n'y a qu'un seul élément de comparaison, c'est leurs coéquipiers respectifs. Donc Mick Schumacher face à Nikita Mazepin, Mick Schumacher a fait indiscutablement une meilleure saison que Nikita Mazepin. Hein. Les scores parlent d'eux-mêmes. 20-1-2 pendant les qualifications. Alors je précise que ce que j'appelle les qualifications, ce sont les séances de qualification et que je n'inclus pas les sprints dedans, histoire de me simplifier un petit peu la tâche, parce que sinon il aurait fallu que je prenne en compte les sprints, et je voulais vraiment distinguer ce format de qualification avec le format sprint. Donc 20-2, 2-1 en ce qui concerne les sprints, et 15-5 en ce qui concerne les courses. Et là, vous pourrez peut-être me dire, 15-5, mais ça fait pas 22 courses. Oui, c'est tout à fait normal, parce que Nikita Mazepin a dû rater la dernière course pour cause de Covid. Et pour la deuxième course qui n'est pas comptabilisée, c'est tout simplement que à un moment donné, les deux n'ont pas pu terminer leur course. Voilà, sur la même course, les deux ont abandonné, ce qui arrive. D'où le fait qu'il n'y ait que 20 courses de comptabilisées entre eux. Du coup, alors, on voit très bien que Mick Schumacher a écrasé. Et c'est inquiétant pour Nikita Mazepin. Hein. C'est compliqué. Il est la risée de la F1, franchement, avec son fameux Mazepin. Hein. Chose qu'il a fait beaucoup en début de saison. Et fort heureusement, ça s'est calmé un peu. Mais bon, je veux bien admettre que la voiture soit impilotable. Mais je pense que Schumacher, quand même, s'en sortait mieux. Après, si je dois donner un point positif à Mazepin, c'est que forcément, vu comme conduit comme une tondeuse à gazon, évidemment, il est très lent, hein, mais au moins, ça lui a permis de ne pas casser trop de bagnoles. Parce que Mick Schumacher, quand il faisait une erreur, la plupart du temps, il l'a cassé. Oui, c'est toujours un point positif pour Nikita Mazepin. Hein. Il a cassé moins de choses. Il a fait plein de têtes à queue, mais il a cassé moins de choses. Mais bon, les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est une catastrophe, Mazepin, et j'espère très franchement qu'il va quand même montrer les crocs. Pas trop quand même, parce que il n'est pas réputé pour être hyper fair-play, voire même ultra agressif. Le peu qu'on l'a vu sur Mick Schumacher, il était super agressif.
et Mick Schumacher à côté paraissait tout doux. Alors, tout doux, évidemment, doux euphémisme, hein, mais après, ça ne l'a pas empêché quand même de bien attaquer Mazepin par moment. Mais voilà, c'est un triste constat. Les As, c'est une saison vraiment à oublier. C'est une saison sacrifiée. 0 points. 0 points absolument partout. C'est le néant total. C'est terrible ce que je vais dire, mais c'était une écurie qui assistait à la course aux premières loges, littéralement. Hein. C'est la 10e écurie qui a eu le droit de participer, de voir la course dans la course. C'est moche de dire ça. Et j'espère très franchement que il va y avoir un sursaut pour 2022 parce que je ne donne pas cher de la peau de Gunther et même de l'écurie As parce que à force l'autre le propriétaire il va dire mais je ne paye pas pour avoir des limaces. Donc attention, mais j'espère que ce n'est pas la dernière saison pour As en 2022. Je l'espère très franchement. Parce que là, ce que je suis en train de penser, c'est que ça va être leur dernière saison. Leur dernière saison en 2022. J'espère très franchement que j'ai tort. J'espère très franchement. Parce que pour plusieurs raisons. C'est que tout simplement, c'est triste, faut le dire. C'est vraiment triste de voir une écurie qui était pleine de promesses dans ses premières années, qui progressait assez rapidement, tout d'un coup se casser la gueule aussi violemment. Très franchement, ça fait mal. J'espère qu'ils vont trouver ce petit quelque chose l'année prochaine. Parce que, ouais, on verra bien. Donc, résultat, As, c'est une non-saison. Et Mick Schumacher n'a que pour seul mérite d'être devant Nikita Mazepin. Ah, je pourrais aussi citer la fois où Mick Schumacher a pu défendre contre Verstappen au Grand Prix de Hongrie. Alors certes, c'était contre une voiture de Verstappen qui avait subi quelques dégâts, mais quand même, il a réussi à bien défendre. Jusqu'à ce que Verstappen le pousse un tout petit peu dehors, mais bon, de toute façon, Verstappen ne s'est pas dépassé sans aller au contact. Et si vous vous posez la question de pourquoi Mazepin est en 21e position, alors que Robert Kubica n'a fait que 2 courses, c'est tout à fait normal par rapport au règlement. Souvenez-vous que Max Verstappen et Lewis Hamilton étaient à égalité de points, mais que Verstappen était devant parce qu'il avait eu plus de victoires. En fait, c'est ce règlement qui est appliqué pour Nikita Mazepin, Robert Kubica et Mick Schumacher. On va regarder dans le détail ces 3 pilotes. Le meilleur classement de Mick Schumacher, c'est la 12e position. Et le meilleur classement de Robert Kubica et de Mazepin, c'est la 14e position. Donc, dans cette condition, Mick Schumacher est bien en 19e position. Ensuite, Robert Kubica et Nikita Mazepin ont eu tous les deux la 14e position en meilleur résultat. Ils l'ont fait chacun une fois. Donc du coup, on va regarder quel est le deuxième meilleur résultat. Et le deuxième meilleur résultat pour Robert Kubica, c'est la 15e position. Et pour Nikita Mazepin, c'est la 17e position. Donc c'est pour ça que Nikita Mazepin est en 21e position. C'est tout aussi simple que ça. Ça peut paraître bizarre, mais c'est tout à fait logique dans l'application des règles, et c'est tout à fait normal. Du coup, maintenant, abordons les 2 écuries qui se sont battues pour la 8e position du classement constructeur, à savoir Williams et les Alfa Romeo. Alors, je vais tout de suite répondre à une petite question que je me suis posée et que peut-être beaucoup d'entre vous se posent. Que se serait-il passé dans le classement si le Grand Prix de Belgique n'avait pas été compté? J'ai vérifié et cela n'aurait rien changé. Enfin, rien changé dans le classement. Williams aurait toujours été 8e et Alfa Romeo toujours 9e. Mais dans les points, c'est une égalité. Et là, on pourrait me dire, mais dans ce cas-là, ils auraient très bien pu être devant.
Ben, comme pour ce que j'ai expliqué pour Mick Schumacher, Robert Kubica et Mazepin, pour la manière dont est fait le classement, ben là c'est exactement pareil. On regarde quel est le pilote qui a eu le meilleur classement, et même en enlevant la deuxième position de George Russell, ben on avait Nicolas Latifi qui s'était retrouvé en 7ème position. Donc du coup, il aurait gagné là-dessus. Et du coup, Williams serait resté, quoi qu'il arrive, en 8ème position. Après, évidemment, ça aurait changé la tournure du championnat. Et si ça se trouve, Alfa Romeo aurait pu conserver la 8ème position. Parce que, évidemment, un simple petit truc peut enchaîner des cascades de conséquences. Mais en admettant que que c'est donné exactement pareil, les résultats, Williams se retrouvait en 8ème position. Par contre, au classement pilote, il y a un changement. Et autant pour quasiment tous les pilotes, ils auraient eu moins de points, ce qui est normal. Et d'ailleurs, ça n'aurait pas été possible qu'il y ait une égalité avant la dernière course entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Mais il y a bien un changement. George Russell serait derrière Kimi Raikkonen. Il serait en 16ème position. Comme quoi, les décisions d'un directeur de course, c'est important. Hein, et il a plutôt intérêt à respecter le règlement, n'est-ce pas? On n'est pas là pour parler de ça, pas encore. Mais voilà, ça change. Ça change des choses. C'est peut-être en fond de classement, mais ça compte. Ça aurait très bien pu être devant. Du coup, on va parler de Williams et d'Alfa Romeo. On va tout de suite commencer par Alfa Romeo avec les pilotes Kimi Raikkonen et Giovinazzi qui malheureusement ne sont pas reconduits pour l'année prochaine. L'un parce qu'il prend sa retraite, l'autre parce que il n'a pas été reconduit tout simplement. Voilà. Mais on peut quand même analyser leur saison. Et mine de rien, en ce qui concerne les courses, c'est assez serré. 10-9 pour Kimi Raikkonen. Leurs statistiques sont à peu près équivalentes. Donc quand on regarde les moyennes de position, 12,50 et 12,90, donc sont à peu près pareils. Ce qui avantage Kimi Raikkonen, c'est le fait qu'il soit présent 4 fois dans les points et que Giovinazzi, lui, ne soit présent que 2 fois. Donc Kimi Raikkonen, dans l'ensemble, mis à part les qualifications où vraiment c'était pas son année, c'est quand même un pilote qui essaye de trouver des solutions miracles et qui est capable aussi de faire des débuts de course, des départs monstrueux et à réussir à garder des bonnes positions. Il est arrivé 2 fois 8ème, ce qui est quand même énorme pour les Alfa Romeo, et il a réussi à être 2 fois 10ème aussi. Tous les 10 points qu'il a obtenus. Et Giovinazzi, lui, c'est une 9ème et une 10ème position. Pour être précis. Donc Kimi Raikkonen, à défaut de faire des bonnes séances de qualification, il réussit très bien ses courses. C'est surtout ses débuts de course, parce qu'après, le problème, c'est que la voiture parle en termes de performance, et ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne tient pas sur la longueur. Et ça s'est surtout vu aussi du côté de Giovinazzi, où là j'aurais peut-être un tout petit peu plus de déception par rapport à Kimi Raikkonen, c'est que Giovinazzi, alors c'est super qu'il se soit réveillé en fin de saison, mais je pense malheureusement que c'était un petit peu tard, mais c'était toujours ça, il y avait quelque chose, il y avait le potentiel. Et d'ailleurs, quand je dis que Giovinazzi fait des meilleures qualifications, ça se voit, on est à 13-7. 13-7 entre les deux, et il a réussi à accrocher 4 séances en Q3, ce qui est impressionnant. 4 séances en Q3, là où son coéquipier n'a même pas pu passer au-delà de la Q2. Donc il y avait le potentiel, mais là où je le mets dans les déceptions, c'est que les fois où vraiment il était dans les bonnes positions, c'est que ça n'a pas tant tenu que ça, soit à cause de malchance, ça peut arriver,
soit, ben, et là ça va être un peu plus triste à dire, soit à cause de grossières erreurs. Et je pense que c'est en grande partie à cause de ça que Giovinazzi n'a pas été retenu dans l'écurie. Ça fait mal, hein. C'est pour ça que d'un côté, j'espère que l'année qu'il va passer en dehors de la F1 va permettre de vraiment, déjà qu'il retrouve un petit peu de confiance. Confiance qu'il était quand même en train d'acquérir à la fin, mais comme c'était trop tard, et je pense que aussi parce qu'il n'avait plus de pression, bah, il a pu vraiment s'exprimer. J'espère que cette année va lui permettre vraiment de se reconstruire et qu'il puisse s'exprimer tout simplement, qu'il puisse mieux s'exprimer. Après, si vous voulez le fond de ma pensée, je pense que ça va être difficile pour lui de revenir en F1. Parce que généralement, un pilote qui part de la F1, à moins de s'appeler Alonso ou Schumacher, Michael Schumacher bien sûr, ou Kimi Raikkonen, c'est quasiment mission impossible, et j'en oublie certainement, c'est quasiment mission impossible pour un pilote de revenir en F1. Mais je ne dirai jamais jamais. Alors, du coup, j'ai dit 2 fois jamais, mais vous avez compris l'idée. Parce que il y a la surprise Alexander Albon qui a été recruté chez Williams. Très franchement, je ne pensais pas que Albon allait revenir. Mais je vais en parler tout à l'heure quand je vais parler de Williams, parce que voilà, c'est une grosse surprise. Donc, je ne dirais pas officiellement que Antonio Giovinazzi c'est fini pour lui, mais si vous voulez le fond de ma pensée, je pense que ça va être difficile et que c'est peut-être fini. Mais j'espère me tromper, comme je me suis trompé pour Alexander Albon. J'espère très franchement. Et d'un côté, il a toujours un tout petit pied en F1 car il est pilote de réserve chez Ferrari. On espère qu'il va pouvoir s'exprimer, c'est tout ce que je demande. J'espère pour lui. Donc voilà, c'était quand même dans l'ensemble pour lui une saison un peu en demi-teinte, mais avec des progrès qui arrivaient en fin de saison. C'était trop tard. Et quant à Kimi Raikkonen, à défaut de faire de bonnes qualifications, il réussissait quand même de très belles courses. Et il y a eu de très belles batailles qu'il a pu avoir avec les pilotes. Donc, est-ce que c'est une saison réussie? À son échelle, je dirais plutôt oui. Mais c'est vrai que venant d'un champion du monde, c'est vrai que c'est triste de voir que les seules positions pour lesquelles il peut se battre, c'est seulement pour les positions à titre honorifique, c'est-à-dire seulement avoir les points. Voilà. C'est un excellent pilote, Kimi Raikkonen. Et voilà. Et c'est quelqu'un qui adore la course. Hein. Alors certes, il l'a pas trop montré les derniers jours où il était en F1, disant qu'il voulait coûte que coûte quitter la F1. Après, quand on regarde tout le long, tout son parcours, Kimi Raikkonen, ça se sentait que voilà, c'est un mec qui bouffe de la F1. C'est un mec qui adore la F1, qui faisait ça. On a le sentiment qu'il faisait ça vraiment par amusement, par passion, et aussi parce qu'il aime, hein, techniquement. Bon, c'est dommage que les derniers jours en F1 soient un peu entachés apparemment par le fait qu'il y ait eu une embrouille avec Alfa Romeo. En même temps, au vu de comment ils ont changé leur pilote, ça peut se comprendre. Mais voilà. Moi, ce que je retiendrai de Kimi Raikkonen, c'est que c'était, dans l'ensemble, un très bon pilote. Très bon pilote, un beau champion du monde. C'est vraiment dommage que ça se termine comme ça, mais et surtout après une dernière course où il a dû abandonner. Mais voilà. Iceman fait partie de l'histoire de la Formule 1 et ça, on ne l'oubliera pas. Et peu importe la saison qu'il ait faite cette année, voilà, il fait partie de l'histoire de la F1. Donc bravo Raikkonen. Et j'espère que tu vas passer une très belle retraite. En supposant qu'il regarde la vidéo et qu'il comprenne ce que je dis. ce qui peut paraître improbable.
mais on ne sait jamais. Voilà, si on ne sait jamais. S'il écoute et qu'il y a quelqu'un qui parle français à côté de lui qui peut lui traduire, pourquoi pas? Moi, voilà, je dis ça. Passe une bonne retraite et bravo l'artiste. Bravo Iceman. Ensuite, on va aborder l'écurie Williams, qui, je pense, a été un tout petit peu plus irrégulier que les Alfa Romeo, mais qui ont su marquer les points quand il fallait. Et notamment, on le sait très bien, avec le Grand Prix de Belgique. Vous savez ce que je pense de ce Grand Prix de Belgique, hein, si on peut appeler ça un Grand Prix. Mais déjà, voilà, rien qu'avec ça, ils ont réussi à creuser l'écart et du coup à affirmer que Williams était bien de retour. Alors, c'est un peu plus irrégulier, comme je le disais, que Alfa Romeo, mais au moins, ils ont marqué les points là où il fallait, au moment où il fallait. Le déblocage, en fait, tout s'est débloqué au Grand Prix de Hongrie. Puis après, ça s'est rapidement, ça a duré quelques Grands Prix, puis après, ça s'est malheureusement éteint. Mais durant ce court laps de temps, c'était suffisant pour marquer les points, suffisant aussi pour que George Russell puisse s'exprimer, et notamment avec les qualifications monstrueuses qu'il a faites en Russie et surtout en Belgique, parce que mine de rien, il a failli avoir la pole position, ce qui semblait improbable avec la voiture qu'il avait. Mais ouais, c'est une excellente saison pour les deux. Hein. Enfin, Nicolas Latifi débloque son compteur de points. Enfin, George Russell marque des points avec Williams. Enfin, il a une récompense pour tout le travail qu'il fait depuis plusieurs années chez Williams. Et sa récompense ultime pour Russell, c'est tout simplement la promotion chez Mercedes. Quand on l'a vu sur la Mercedes de Lewis Hamilton en 2020, je m'étais dit qu'une seule chose, George Russell sera à Mercedes. Et c'est largement mérité. C'est tout simplement la meilleure saison qu'il ait pu faire. Et la meilleure. Et les stats parlent d'eux-mêmes. Hein. 15-5 entre George Russell et Nicolas Latifi. Bon, les sprints 2-1, il perd 2-1, mais bon, quand on regarde les qualifications, 20-2. 20-2, c'est une sacrée branlée. Et d'ailleurs, Nicolas Latifi, voilà, 2 points, c'est les 2 seules fois où il bat George Russell en qualification. C'est arrivé en fin de saison. Ça faisait bizarre à tout le monde parce que d'habitude, il était toujours derrière. Mais voilà, au moins, Latifi, il a réussi à battre quelques fois son coéquipier. 2 fois. Mais voilà, George Russell, c'est un pilote excellent à en devenir. Il te fait de ses performances, c'est incroyable. Avec une voiture qui est pas excellente, il a réussi à en tirer profit et même à dépasser les attentes. Ouais, bravo George Russell, récompense méritée pour lui. Et j'espère très franchement que chez Mercedes, il pourra s'exprimer pleinement et qu'il puisse avoir une victoire qui lui tend les bras, depuis ce fameux Grand Prix de Sakir 2020, qu'il aurait tellement dû remporter, mais que Mercedes a fait n'importe quoi. Mais bon, George Russell est peut-être un futur champion du monde. Je pense très franchement que c'est un futur champion du monde. Peut-être pas en 2022, mais je pense que dans quelques années, il va se battre pour le championnat du monde. Et je dois bien avouer aussi que George Russell fait partie de mes chouchous. Voilà. J'ai quelques pilotes chouchous. George Russell en fait partie. Voilà. J'ai de la sympathie pour ce gars. Il est très professionnel. Franchement, j'ai rien à dire. Il est humble. Il sait très bien quand il fait une bonne course, quand il fait une mauvaise course. J'adore ce type. Il a l'air sympa comme tout. Franchement, voilà, je l'adore, tout simplement. Donc voilà pour George Russell. Et pour Nicolas Latifi, le fait qu'il ait pu marquer des points, je pense que déjà ça a pu décoincer un petit peu Latifi. Parce que franchement, faire une saison sans marquer de points, ça n'a pas dû l'aider. Mais voilà, le Grand Prix de Hongrie
a certainement contribué à ce qu'il puisse se réveiller un peu plus, puisse gagner quelques positions, même s'il y a encore un écart significatif avec son coéquipier. Mais voilà, il y a eu un petit déclic. Tout petit. Après, il faut vraiment qu'il fasse attention, car l'année prochaine, comme je l'ai dit, il y a Alexander Albon qui revient. Et ce sera son coéquipier. Et là, Alexander Albon, je pense que je me trompe pas en disant ça, aura tout à cœur de réussir sa saison et de s'imposer comme étant le nouveau leader de Williams. Ça va être le défi de Nicolas Latifi pour 2022, c'est se battre pour être le leader. George Russell est devenu leader naturellement. Il faut impérativement que Nicolas Latifi le devienne à son tour maintenant. C'est important car bien qu'il apporte des sous à Williams, il faut quand même faire gaffe. Si les résultats ne sont pas là, ils iront certainement chercher ailleurs. Donc j'espère que cette année 2022 pour Latifi sera une année où il sera le leader. Après je l'espère aussi pour Albon, très franchement. Et ceux qui ont vu les débriefs de l'année 2020 savent à quel point j'ai défoncé Albon. Mais très franchement, je le dis vraiment sincèrement, j'espère très franchement que Albon fera sa saison et que ce soit vraiment la saison de la renaissance pour lui. Parce que quand bien même qu'il était jeté par Red Bull parce qu'il a fait de piètres performances, je trouve quand même qu'avec le recul, voilà, il n'y a pas que sa faute. Alors oui, évidemment, il était en droit, il devait impérativement marquer des points, parce que quand même, quand tu avais une voiture qui pouvait potentiellement tenter d'être dans les top 3, c'était pas trop pardonnable. Mais voilà, il faut impérativement qu'Albon s'exprime et qu'il prouve que ce n'est pas un mauvais pilote. Et je pense franchement que c'est pas un mauvais pilote. Ça doit être son année. J'espère très franchement qu'il va y arriver. Et du coup, pour Williams, l'objectif, ça va être vraiment de capitaliser sur ce succès. Voilà, la 8e position, c'était totalement inespéré en début de saison. Donc du coup, allez, pourquoi pas essayer de confirmer et écraser peut-être un petit peu plus les Alfa Romeo et les As. Pourquoi pas? Mais je pense que Alfa Romeo ne va pas se laisser faire. Comme je l'ai dit, je les ai trouvés plus réguliers. Donc attention, ce n'est pas fini toute cette affaire. Je pense quand même que ça va être très serré entre ces deux écuries. Et allez, pourquoi pas avec As. J'espère très franchement, comme je le dis, j'espère très franchement qu'ils vont ressurgir, qu'ils vont renaître de leur cendre, parce que sinon c'est moche quoi. Bien, maintenant parlons de l'écurie qui m'a le plus déçu et de très loin. Et je pense que si on devrait vraiment retenir une écurie décevante, c'est bien elle, c'est Aston Martin. Aston Martin qui était en 4e position en 2020 sous le nom de Racing Point, se retrouve désormais 7e avec seulement 71 points. C'est vraiment décevant. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette écurie? Pourquoi une chute aussi monstrueuse? C'est bizarre, ça semble incompréhensible. Quoique on peut trouver quand même quelques éléments de réponse, comme par exemple le fait que l'année dernière c'était une Mercedes rose, et cette année faut pas trop qu'il se fasse griller, donc c'est un peu moins une Mercedes. Donc déjà c'est une première chose qui peut expliquer. Et deuxième chose, c'est que non, ils n'ont pas été performants tout simplement. C'était très dur pour les pilotes, et t'as beau avoir un quadruple champion du monde dans l'écurie, il ne peut pas faire de miracle non plus. Il l'a fait qu'une fois un miracle. Grand Prix d'Azerbaïdjan, 2e position derrière Pérez. Ce qui est quand même dingue. Du coup, quand on regarde le duel entre les deux pilotes, entre Vettel et Stroll, c'est assez serré. Même s'il y a un léger avantage, je dirais, pour Vettel, avec notamment ses qualifications, les séances de qualification, il le bat 14-8.
Et mine de rien, Vettel, au moins, il terminait ses séances de qualification quand Stroll, notamment au Grand Prix d'Azerbaïdjan et au Grand Prix du Mexique, il a cassé son véhicule pendant les qualifications. Donc voilà, c'est compliqué hein, pour eux. Hein. Vettel a fait moins d'erreurs, mais il en a fait quand même de très grosses. Hein. Je repense tout de suite au Grand Prix de Grande-Bretagne, où il a fait un tête à queue vraiment impardonnable. Il se l'est fait tout seul. C'est vraiment voilà, une erreur de débutant. Mais dans l'ensemble, il a mieux piloté. Et Lance Stroll fait encore quelques erreurs. Il a le potentiel hein, pour réussir quelques bonnes courses, mais il y a toujours son inconstance qui joue. Hein. Après, Vettel, il se remet d'une année 2020. Il est toujours un tout petit peu inconstant, mais il y a quand même du progrès là-dedans. Et Lance Stroll veut prouver à quel point, oui, s'il est en Formule 1, ce n'est pas que grâce à papa. Parce que oui, je rappelle que le propriétaire d'Aston Martin, c'est son père, c'est Lawrence Stroll. Donc c'est logique qu'il mette son fils, normal. Mais voilà, Lance Stroll a le potentiel. Je le sens qu'il a le potentiel. Il faut juste qu'il fasse gaffe à pas faire trop d'erreurs. Après, c'est plus facile à dire quand tu es assis sur un canapé ou sur une chaise de dire ça. Mais voilà, je pense très franchement que Lance Stroll a le potentiel. Et ça se voit au niveau des stats, hein, c'est assez serré, à part en qualification. Et quand on les regarde courir tous les deux, ouais, ils se font pas de cadeaux, hein, les deux. Hein. Et d'un côté, c'est beau, c'est bien. C'est ce qu'on aime voir aussi, des fois, deux pilotes d'une même écurie qui se battent. Donc la seule différence notable qu'on peut noter, c'est que Vettel a réussi à avoir un podium, là où Lance Stroll doit se contenter d'une 6ème position. Après, évidemment, la chance fait que, hein, aussi. Hein, des fois, c'est des coups de bol, hein, et il faut profiter des coups de bol. Mais voilà. Si on doit parler uniquement des pilotes, c'est une saison un peu difficile, mitigée, mais je pense qu'ils ne pouvaient pas vraiment faire mieux. Par contre, la déception, c'est plutôt la voiture. La voiture qui ne leur a pas permis vraiment de pleinement s'exprimer. Vraiment en faisant le yo-yo au niveau des performances. Yo-yo qui avait tendance à vraiment aller de plus en plus bas, voire même très bas quand on pense au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Donc ouais, il va falloir vraiment qu'ils trouvent quelque chose pour réparer ce véhicule chez Aston Martin et faire en sorte que l'année 2022 soit une année de renaissance et qu'ils puissent potentiellement se battre pour la 3ème position, parce que sinon ouais, ça va être dur. Hein. Et comme je le dis, Vettel, il peut pas faire de miracle tout le temps. Il a fait un seul miracle et c'est déjà énorme. Voilà. Donc ce que j'espère pour l'année prochaine, c'est que Vettel continue sur sa lancée quand même en progressant et en retrouvant le niveau qu'il avait pendant ces années Ferrari, tout en enlevant les côtés négatifs, et que Lance Stroll soit moins inconstant. Ensuite, donc du coup, je vais pouvoir parler maintenant de la bataille pour la 5ème position du championnat constructeur. Oui, on va parler de AlphaTauri et d'Alpine. Deux parcours totalement différents en F1. L'un a été régulier, mais n'avait qu'un seul pilote pour tenir la baraque. L'autre qui a hyper mal démarré sa saison et qui tout d'un coup s'est réveillé avec deux pilotes très bons et qui a réussi l'exploit de revenir à la 5ème position. On va tout de suite commencer par AlphaTauri. Donc comme je l'ai dit, un pilote porte cette écurie, c'était Pierre Gasly. Les stats parlent d'eux-mêmes. 16-5 pour les courses, 2-1 pour les sprints et 21-1 pour les qualifications. La seule fois où Yuki Tsunoda a battu son coéquipier, c'était lors du dernier Grand Prix. C'est voilà,
En qualification, c'est seulement le dernier Grand Prix qu'il a réussi à le battre. Bon, c'est toujours ça, de prix, mais bon, voilà, 21-1, ça fait mal. Et puis même quand on regarde les stats, hein, tout simplement, ben ouais, Gasly a porté l'écurie quasiment à lui tout seul. Mais voilà, bien qu'ils fassent ce qu'ils peuvent, il peut pas non plus faire de miracle. Il l'a fait une seule fois, le miracle, véritablement. Un podium en Azerbaïdjan. Mais autrement, c'est sans appel. L'écart, la moyenne des positions est quand même assez énorme, que ce soit pour tout, hein, que ce soit pour les courses, que ce soit pour les sprints et que ce soit aussi pour les qualifications. Là, c'est clair et net, il y a un écart de performance entre les deux. Je ne peux pas dire grand chose de plus sur Gasly, si ce n'est que voilà, c'est sa meilleure saison, c'est lui le leader, et encore une fois, il mérite d'aller dans une autre écurie, une autre top team. Et je pense pas que Red Bull va lui donner sa chance, c'est mort. Il faut impérativement que Gasly en 2022 puisse continuer de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire faire de très bonnes saisons, mais surtout, je pense très franchement qu'il faut qu'il parte. Il faut qu'il change d'écurie. On va voir ce que ça va donner durant la saison 2022, mais il faut vraiment qu'il change d'écurie parce que il a un potentiel. On sent qu'il est là. On le sent qu'il peut se battre. Ça y est, il a confiance en lui, mais il n'a pas la voiture pour et surtout, les dirigeants ne vont pas lui donner la moindre chance. J'espère me tromper, mais le sentiment que j'ai, c'est que Red Bull, ils ont tourné la page Gasly. C'est terrible. Il faut impérativement qu'il change d'écurie. Mais voilà. Très bonne saison, faut que ça se poursuive pour Gasly. Par contre, Yuki Tsunoda, une déception. Très grosse déception. Alors que je croyais que lors du premier Grand Prix, ça allait être un adversaire assez sérieux. Yuki Tsunoda, tout d'un coup, s'est effondré. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Tout d'un coup, ça s'est effondré. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, est-ce que ce serait pas à cause du fait que Gasly soit protégé de AlphaTauri, un peu comme Max Verstappen est protégé de Red Bull, et que du coup, t'as plutôt intérêt à t'acclimater au véhicule du leader? Il y a peut-être ça. On peut se poser la question. Mais voilà, il y a des problèmes avec Yuki Tsunoda. Il faut vraiment qu'il se réveille, il faut vraiment qu'il prouve qu'il mérite sa place. Parce que là, moi, le seul truc que je vois, c'est que s'il est sauvé, après on pourra me dire, mais oui, mais AlphaTauri est une écurie école. Oui, c'est une écurie école, mais bon, Helmut Marko, il est pas des plus patients non plus. Et je pense que s'il est encore là, c'est en partie dû au fait que Red Bull devait racheter les moteurs Honda, car Honda se retire de la Formule 1. Et Honda, c'est japonais. Et c'est eux qui avaient insisté pour qu'ils aient un pilote japonais dans le giron Red Bull, donc ici dans AlphaTauri. Donc voilà, j'ai vraiment envie de penser d'un côté que ce que je dis est complètement faux parce que Yuki Tsunoda mériterait sa place et tout ça et qu'il n'y a pas d'affaire derrière. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser autrement. Voilà, si Yuki Tsunoda, je me trompe peut-être, mais c'est mon avis. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous pensez vraiment un avis contraire, voire même défoncer complètement mon avis. Il n'y a pas de problème, le défoncer tant que c'est respectueux, tant que c'est construit, tant que c'est tant que tout est fait dans le respect. Mais je pense que Yuki Tsunoda, s'il doit sa place, c'est en grande partie grâce au fait que il devait racheter les moteurs Honda et que du coup, pour que ça leur coûte moins cher, ils ont conservé Yuki Tsunoda. Remarque, quand on voit certaines interviews où tu sens que Red Bull sont en mode qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, c'est la seule solution qu'on a à trouver. Il y a un problème. Il y a un problème. Pas que Yuki Tsunoda, mais Red Bull a véritablement un problème de gestion avec ses pilotes.
Donc voilà, ça va être important que l'année 2022, Yuki Tsunoda se réveille. Espérons que le petit sursaut qu'il y a eu lors du Grand Prix d'Abu Dhabi serve à quelque chose, parce que oui, il fait une 4ème position, c'est mérité, il a été même devant son coéquipier. Je ne sais pas s'il y a eu des consignes pour pas qu'il se batte, et puis à la limite, je m'en fiche, mais voilà, il fallait les faire. Ça arrive tardivement, mais si ça peut lui permettre ensuite de donner quelques bâtons dans les roues à Gasly et qu'il puisse encore plus se battre pour espérer avoir encore de meilleures positions, je dis oui. Que ce soit pour les deux, que ce soit une bataille constructive et surtout que Yuki Tsunoda ne soit pas un boulet pour le championnat constructeur. Car Gasly, voilà, il a fait ce qu'il pouvait. Il a quand même marqué 110 points sur les 142. Et ça n'a pas suffi parce que Alpine, ils ont peut-être des pilotes qui sont derrière Pierre Gasly, mais les deux pilotes, au moins, ils sont équivalents. Et oui, on va parler tout de suite d'Alpine maintenant, avec Fernando Alonso et Esteban Ocon, qui réussissent une bonne saison et qui réussissent même, plutôt, je dirais même, à rattraper le début de saison qui était calamiteux et aussi hyper malchanceuse quand même. Faut bien l'avouer que quand tu sais que Fernando Alonso a dû abandonner la première course à cause d'un crétin qui, en dehors de la piste, qui ne savait pas jeter un sandwich triangle dans la poubelle. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est qu'il s'est pris un emballage de sandwich ou de, bref, il s'est pris quelque chose dans le moteur et du coup ça a surchauffé et il avait dû abandonner à cause de ça. C'est un peu moche, ouais. Mais voilà, les deux ont fait une saison incroyable pour montrer que Alpine, voilà, il fallait compter sur eux. C'était un mauvais début de saison, mais voilà, ils sont là. Et il faudra compter sur eux, en espérant que quand même 2022, ça ressemble pas à 2021, qui ne ressemble pas à 2020 quand même. Parce que 2020, c'était exactement pareil. 2020, très mauvais début de saison, mais la deuxième moitié de saison, ils se sont réveillés. Tout ça pour la 5ème position. Encore, malheureusement. Mais voilà, j'ai envie de croire qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel dans cette Alpine. Et on l'a vu que Esteban Ocon était capable de faire des bonnes performances. Et pareil pour Fernando Alonso. Fernando Alonso, et ça je l'ai toujours dit dès le premier débrief, que Fernando Alonso, je ne l'imaginais pas rater sa saison. Ce n'était pas possible. Il avait besoin d'un temps pour se réveiller. Et là, on a la preuve. On a la preuve qu'il fallait du temps, mais que ça y est, il est réveillé, il est là, il se bat comme un lion. Et je citerai notamment la défense incroyable qu'il a eue face à Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Hongrie. Elle était incroyable, cette défense. C'est ce qui lui a permis d'ailleurs notamment de protéger Esteban Ocon de Lewis Hamilton. Vraiment, ça y est, les deux pilotes sont là. Ils sont là, ils sont dans la bataille. Ils veulent qu'une seule chose, avoir une voiture performante pour encore plus s'exprimer et sortir de très belles performances. Et tout simplement, pourquoi pas essayer de tenter le championnat pilote. Fernando Alonso, il demande que ça. Mais Esteban Ocon aussi, évidemment. Mais voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça donne niveau stats entre les deux? Qu'est-ce que ça donne vous le voyez, au niveau des qualifications, c'est quasiment une égalité parfaite. C'est incroyable. Les sprints, c'est quasi pareil. Et quand on regarde les courses, bon, avantage léger à Fernando Alonso, 11-10. Mais si on enlève les abandons, ça fait 9 partout. Si on veut vraiment aller chercher vraiment dans tous les petits détails, c'est évidemment Fernando Alonso qui a un tout petit avantage
mais vraiment tout petit, même s'il n'a pas de victoire. Mais les deux sont incroyables de complémentarité. Je ne demande que ça. Les deux, ils ont... Ce qui est incroyable, c'est que les deux, ils savaient très bien, en fait, que s'ils voulaient marquer les points, il fallait qu'ils laissent tomber le championnat pilote et qu'ils laissent tomber leur bataille en interne. Plus d'une fois, ils ont laissé leur bataille interne entre les deux pilotes sur le côté pour privilégier l'écurie. Alors aujourd'hui, Fernando Alonso, il est devant. Mais je pense que c'est pas ça le plus important, qu'il soit devant Esteban Ocon. Le plus important, c'est que les deux sont quasiment pareils au niveau performance. Ils sont quasiment à ex-aequo. Ils sont complémentaires. S'il y en a un qui a une défaillance, l'autre compensera. Et ça, je le dis, c'est beau. C'est une belle écurie. C'est un beau duo de pilotes. Esteban Ocon surmonte cette potentielle difficulté à affronter quand même un double champion du monde qui est loin d'être rouillé. Il réussit à vraiment à être derrière lui, mais de pas loin. Il manque aujourd'hui un petit quelque chose pour qu'il soit devant, mais il n'est pas loin. Qu'est-ce que ça peut donner l'année prochaine? C'est incroyable. Avec deux pilotes aussi complémentaires. Par contre, un risque qu'il peut y avoir, si jamais les Alpines sont meilleurs et peuvent potentiellement se battre pour les meilleures positions, le risque c'est que les deux se battent. Évidemment, c'est le risque que peuvent rencontrer toutes les écuries. Hein. Mais que les deux se battent vraiment avec à armes égales, mais aussi c'est surtout pour affirmer qui est le leader. Parce que aujourd'hui, bon, je dirais quand même que c'est plutôt Fernando Alonso qui est le leader, mais il sait très bien s'effacer quand il le faut pour Esteban Ocon. Donc du coup, évidemment, Fernando Alonso a l'expérience, mais Esteban Ocon, il peut devenir leader potentiellement. Donc attendons. Mais ça promet une chose, une saison 2022 excitante. J'espère très franchement que Alpine pourra être dans les meilleures positions. Allez, rêvons. Pourquoi pas tenter le championnat constructeur? J'y crois pas trop, mais j'espère me tromper. Moi, c'est ce que je veux voir. Est-ce que c'est pas ça aussi le spectacle? C'est voir des écuries, même plusieurs écuries, se battre pour les meilleures positions. Est-ce que c'est pas ça aussi la définition du spectacle? Est-ce que c'est pas ça? Plutôt que essayer de créer le spectacle et maintenir un suspense, tout ça en tortillant le règlement. Hein? Est-ce que c'est pas ça plutôt vraiment le spectacle? Voir des écuries qui se battent entre eux. Oui, je fais encore une petite allusion à Mazim, mais vous en faites pas, on en parlera. Pas tout de suite, mais on en parlera. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour la première partie du débrief de la saison 2021. Donc, si la suite est disponible, bah, vous pourrez cliquer directement sur la vidéo précédente. Sinon, on se retrouve dans quelques jours. Elle sera disponible dans quelques jours. Et n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo si cela vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette saison, ce que vous avez pensé des pilotes, ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit. Voilà. Vous êtes libre, il n'y a pas de souci. Allez, sur ce, je vous dis ciao!